La réalité, c'est que durant toute la durée de mon passage à Matignon, j'ai eu à prendre des décisions en matière de finances publiques, des décisions difficiles, des décisions souvent impopulaires, des décisions qui avaient pu être contestées fortement au sein des groupes de l'opposition ici à l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue sur LCP. C'est l'histoire d'une chose qui file depuis des années dans un mouvement presque irrésistible jusqu'à atteindre un point critique, alarmant. En août 2024, les Français découvrent l'ampleur du déficit accumulé dans le pays. Ils comprennent qu'ils vont devoir faire des efforts, des sacrifices. Une mission sénatoriale a fustigé l'irresponsabilité budgétaire des exécutifs précédents. Et l'Assemblée nationale s'est à son tour saisie du dossier avec une mission claire, faire la lumière sur les écarts de prévision du déficit attendu à plus de 6,1%, alors qu'on avait prévu 4,4%. Qui est responsable de ces écarts de prévision ? Comment le pays a-t-il pu plonger comme ça dans le rouge ? Eh bien, pour le savoir, les députés de la Commission des finances enquêtent. Ils se sont dotés des pouvoirs d'une commission d'enquête pour aller au cœur de l'exécutif. Et depuis quelques semaines, eh bien, les principaux protagonistes de cette série noire budgétaire défilent dans cette salle 6350 où les projecteurs sont braqués. Ce jour-là, c'est le tour d'un ancien Premier ministre. Gabriel Attal face aux députés, c'est tout de suite. J'ai donc été nommé Premier ministre le 9 janvier 2024. Dès les premières minutes, il a été très clair que la question de la maîtrise des finances publiques serait au cœur de mon action à Matignon. Dès le 11 janvier, au cours de ma première intervention médiatique au journal télévisé de 20 heures, j'ai dit aux Français que la situation de nos finances publiques était difficile et qu'il n'existait pas d'argent magique. Quelques jours plus tard, le 18 janvier, alors que mes équipes s'étaient déjà mises au travail pour identifier les premières pistes d'économie, j'ai réuni l'ensemble des ministres, puis au mois de février, les ministres délégués et les secrétaires d'État de mon gouvernement. Lors de ces rencontres, j'ai insisté pour que toute annonce ayant un impact budgétaire fasse l'objet d'une évaluation et d'une validation en amont par Matignon, compte tenu de l'état déjà très fragilisé de nos comptes. La presse s'était même fait l'écho des propos que j'avais tenus. J'avais annoncé la couleur très clairement, je reprends une phrase qui avait été relayée dans la presse, toute annonce avec des conséquences budgétaires qui sera faite sans avoir été validée par Matignon sera immédiatement contredite. Cette formule ne souffrait d'aucune ambiguïté. Chacun de mes ministres était très au clair sur la situation des finances publiques et je tiens à souligner notamment l'engagement constant du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et de son ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, en ce sens. Enfin, le 30 janvier, pour compléter ce cadre, j'ai évoqué le sujet des finances publiques très explicitement dans ma déclaration de politique générale, ici à l'Assemblée, en déclarant, je cite, « Le préalable au réarmement de la France, c'est la responsabilité budgétaire. Nous devons faire preuve d'une responsabilité exemplaire dans nos finances publiques. Nous allons poursuivre et renforcer les revues de dépenses auxquelles tous les ministères et tous les secteurs de l'action publique seront associés. » J'ajoute qu'au mois de mars, en réponse à une question au gouvernement ici, je crois que c'était un mercredi à l'Assemblée, je suis allé plus loin encore en brisant une forme de tabou et en évoquant explicitement à l'Assemblée nationale le mot « rigueur » face à la nécessité d'agir. Il y avait eu beaucoup de commentaires à l'époque sur ce mot. D'emblée, je crois que j'ai donc affirmé très clairement l'importance d'une ligne de conduite rigoureuse en matière budgétaire. Voilà pour les déclarations, me direz-vous, mais nous sommes aussi passés aux actes. Et je veux le dire ici, en faire l'annonce quelque part, peut-être puisque nous sommes, vous l'avez dit, retransmis sur LCP, et en faire l'annonce parce que c'est une information qui, souvent quand il s'agit d'informations plutôt positives, a été assez peu relayée, je trouve, dans le débat public. L'INSEE vient de communiquer sur l'exécution des comptes 2024. Grâce aux efforts engagés à partir de janvier 2024 et sur l'année 2024, le déficit budgétaire de l'État en 2024 s'est réduit de 17 milliards d'euros. Pour le dire autrement, l'année où j'ai été Premier ministre avec mon gouvernement, le déficit de l'État a baissé de 10%. Il est passé de 173 milliards d'euros en 2023 à 156 milliards d'euros en 2024. Ça fait moins 10% en un an. Si tous les ans, on avait ce rythme de moins 10%, il faudrait 10 ans pour supprimer complètement le déficit de l'État. Et plus encore, cette année 2024, où j'ai assumé cette fonction de chef du gouvernement, les dépenses de l'État ont diminué de 11 milliards d'euros. Très concrètement, ça veut dire qu'en 2024, l'État a dépensé 11 milliards de moins qu'en 2023.
que les dépenses de l'État baissent d'une année sur l'autre. La dernière fois que c'était arrivé, c'était entre 2014 et 2015, à l'époque, vous vous en souvenez, où le gouvernement de François Hollande avait baissé drastiquement les dotations aux collectivités locales. Ça avait été ça la source de cette baisse sur un an. La réalité, c'est que ça n'était pas arrivé depuis donc près de 10 ans et que c'est arrivé en 2024. L'État a dépensé 11 milliards de moins en 2024 qu'en 2023. Ça me paraît important puisque dans le débat public ces derniers mois, on a pu avoir le sentiment, et ça a été alimenté, je crois, par certains, que c'était l'inverse, que l'État avait dépensé plus et que les dépenses de l'État avaient dérapé en 2024 par rapport à 2023. C'est exactement l'inverse. La réalité, c'est que durant toute la durée de mon passage à Matignon, j'ai eu à prendre des décisions en matière de finances publiques, des décisions difficiles, des décisions souvent impopulaires, des décisions qui avaient pu être contestées fortement au sein des groupes de l'opposition ici à l'Assemblée nationale. Je souhaite maintenant détailler ces choix qui ont été actés au cours des 6 mois précédant à la fois les élections européennes et la dissolution, avant que le président de la République n'entérine ma démission. Le 9 janvier, jour de mon arrivée à Matignon, mon directeur de cabinet, ancien directeur général du Trésor, m'a fait un rapport précis sur l'état critique de nos finances publiques et l'ampleur du travail à fournir pour les stabiliser. Vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, j'avais eu plusieurs années auparavant la responsabilité de ministre chargé des comptes publics et donc je n'ignorais évidemment rien de nos finances publiques sous pression. Toutefois, pendant les 6 mois qui ont précédé ma nomination à Matignon, j'étais ministre de l'Éducation nationale et donc moins directement impliqué dans la préparation du projet de loi de finances pour 2024. Je n'avais donc pas été destinataire et n'avais pas connaissance des alertes qui avaient été formulées à l'automne et à l'hiver 2023 par le ministre de l'Économie et des Finances et dont votre commission d'enquête s'est fait l'écho à travers différentes notes qu'il avait adressées à ma prédécesseur. Compte tenu de la situation, nous avons décidé, avec mon gouvernement, dès janvier, de mesures importantes. La première d'entre elles, en janvier, vous vous en souvenez, sous l'impulsion courageuse de Bruno Le Maire, le relèvement de la taxe sur l'électricité. Je rappelle que la TICFE avait été réduite à 1 euro par mégawatt pendant la crise énergétique. Elle a été remontée à 21 euros, ce qui a permis un surplus de recettes de près de 6 milliards d'euros par an. Cette décision avait soulevé beaucoup de débats et je crois une opposition quasi unanime des oppositions à l'Assemblée nationale. En février 2024, une alerte nous est parvenue, nous indiquant que le déficit 2023 risquait de dépasser les anticipations en raison d'une chute soudaine des rentrées fiscales. Dans le même temps, la croissance attendue pour 2024 s'annonçait inférieure aux prévisions initiales, rendant l'objectif de déficit très compliqué à tenir pour 2024. Compte tenu de l'arrêt de la croissance au 4e trimestre 2023, l'INSEE prévoyait alors un acquis de croissance pour 2024 de seulement 0,1%. Dès lors, l'objectif de croissance pour 2024, qui avait été fixé, je le rappelle, dans le projet de loi de finances présenté à l'automne 2023 à 1,4%, devenait très difficile à atteindre, voire hasardeux. Devant ces signaux, nous avons décidé, avec Bruno Le Maire, de ne rien cacher de la situation et d'agir avec force. Après concertation avec le ministre de l'Économie et des Finances, nous avons modifié notre hypothèse de croissance à 1% pour 2024, un choix de prudence qui a finalement été validé par les faits, puisque l'INSEE vient de publier la semaine dernière son estimation à 1,1% de croissance pour 2024. Nous avons ensuite enclenché un frein d'urgence sur nos dépenses publiques. Dans le cadre du programme de stabilité, nous avons simultanément publié une cible de déficit revue à 5,1% pour 2024 au lieu des 4,4% initiaux. C'est un ajustement conséquent qui prouve à la fois la totale conscience de mon gouvernement de la gravité de la situation et de l'ampleur des décisions à prendre, mais aussi une forme de lucidité face à ce qui était atteignable en termes d'efforts pour atteindre notre cible. Et c'est pourquoi, le 13 février, 1 mois à peine après ma nomination à Matignon, j'ai pris la décision d'annuler 10 milliards d'euros de crédits budgétaires, 10,2 milliards pour être très précis, qui ont été annulés par l'État par décret. Ma volonté était assez claire, que ce soit l'État et les ministères qui se serrent la ceinture et non les Français. Un tel choix était inédit dans son ampleur. Je n'ai pas d'exemple de gouvernement dans notre histoire récente qui avait assumé et réalisé autant d'économies seulement 1 mois après sa nomination et par décret.
Cette décision lourde, et que j'assume, avait fait couler beaucoup d'encre. Un recours avait même été lancé contre elle, notamment par des membres de la majorité sénatoriale, recours qui a été définitivement rejeté par le Conseil d'État la semaine dernière. Il est clair que cette décision, couper en cours d'année 10 milliards d'euros de crédits budgétaires pour l'État, ça n'a pas été populaire dans les différents secteurs concernés, mais j'ai estimé, et j'estime encore aujourd'hui, que c'était une décision nécessaire. J'ajoute que nous ne voulions pas nous arrêter là, et que dans un second temps, en milieu d'année, nous avions identifié 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires visant l'État, la sphère sociale et les collectivités territoriales. La dissolution de l'Assemblée nationale nous a cependant pas permis d'aller au bout de cette démarche. En mars, nous avons poursuivi les efforts. Nous avons doublé les franchises médicales, permettant 800 millions d'économies par an à la sécurité sociale. Là encore, il s'agissait d'une mesure que nous savions impopulaire, mais que nous savions nécessaire, notamment parce que ces franchises n'avaient pas évolué malgré l'inflation depuis des années, près de 20 ans, je crois. Là aussi, ça a suscité des oppositions unanimes et je tiens à disposition l'ensemble des communiqués de presse des différents groupes de l'opposition d'alors qui s'y étaient opposés. En mars 2024, j'ai également présenté le bilan de l'action de mon gouvernement contre la fraude, ainsi que de nouvelles mesures. Bilan qui arrivait pour les 1 an du plan de lutte contre les fraudes que j'avais lancé à Bercy. Nous avons obtenu l'an passé des résultats historiques contre les fraudes, avec notamment plus de 15 milliards d'euros mis en recouvrement en matière de fraude fiscale. Cela vaut également du côté de la fraude sociale, alors que les redressements URSSAF et la détection de fraude aux prestations sociales, ainsi que de fraude à l'assurance maladie, ont atteint un niveau historique grâce au plan que j'ai initié en 2023. Vous vous souvenez des mesures que j'avais prises, des mesures courageuses. Ces premiers résultats, j'en suis convaincu, vont continuer à s'améliorer, notamment grâce aux progrès technologiques et aux investissements que nous avons engagés. Je poursuis sur l'année 2024. En avril, j'ai lancé une mission parlementaire pour trouver plus de 3 milliards d'euros de recettes nouvelles en ciblant notamment la taxation des super-profits des énergéticiens et les rachats d'actions. En mai, j'ai lancé une réforme de l'assurance chômage qui aurait permis d'inciter davantage à l'emploi en créant 100 000 emplois, tout en dégageant 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires par an. Cette réforme a été empêchée par la dissolution de l'Assemblée nationale, mais nous continuons à la porter et à penser qu'elle est toujours nécessaire pour le pays. En juin, nous avons lancé des travaux de revue de dépenses pour dégager d'autres mesures d'économie, principalement dans le domaine social. En juillet, nous avons surgelé 16 milliards d'euros de crédits avec l'intention d'en annuler une part significative d'ici à la fin de l'année 2024. Et enfin, en août, alors même que mon gouvernement était démissionnaire, mais constatant qu'un nouveau gouvernement ne serait pas nommé immédiatement et qu'il disposerait de délais restreints pour agir, j'ai organisé avec les ministres démissionnaires la rédaction des lettres plafonds. Nous avons ainsi posé les bases d'un budget que nous avons qualifié alors de réversible, un budget qui identifiait 15 milliards d'euros d'économies pour 2025. J'ajoute que la quasi-intégralité des économies présentes dans les budgets présentés par Michel Barnier et François Bayrou sont issues de ce budget réversible que nous avions élaboré avec mon gouvernement. Nous avions engagé une rationalisation des dépenses de la politique de l'emploi, et notamment des dépenses d'apprentissage et du budget de France Compétences pour que cet établissement public retrouve enfin une trajectoire d'équilibre budgétaire. Je me réjouis que ces orientations aient été maintenues par Michel Barnier puis François Bayrou dans le budget 2025. Nous avions annoncé une rationalisation des opérateurs de l'État, une débureaucratisation à tous les étages. Je me réjouis que le budget 2025 assume des réductions de dépenses pour les agences de l'État. J'avais initié dans mes fonctions de ministre des Comptes publics un plan de lutte contre les fraudes qui, je l'ai dit, a produit des résultats inédits. Je me réjouis que lors des débats sur le budget 2025, quasiment tous les groupes aient soutenu des mesures ambitieuses pour rendre au budget des Français l'argent retiré par les fraudeurs. Et enfin, dans le PLFSS, les revues de dépenses ont débouché sur plusieurs mesures qui sont reprises dans les grandes lignes par le gouvernement actuel. Je pense notamment aux restrictions concernant les indemnités journalières et les arrêts maladie. Sur les finances des collectivités locales, nous avions aussi formulé différentes pistes qui n'ont pas toutes été retenues. J'en arrive à la fin de ma chronologie. Et je vous propose de la résumer juste très rapidement pour que chacun ait bien conscience de ce calendrier des économies, car elles ont été finalement un marqueur de mon action. Et pour tout vous dire, j'ai eu le sentiment de consacrer l'essentiel de mon énergie, le temps que j'ai passé à Matignon, à faire des économies.
Janvier, fin du bouclier tarifaire sur l'électricité, 6 milliards d'euros supplémentaires. Février, on annule 10 milliards d'euros de crédits budgétaires. Mars, on double les franchises médicales. Avril, on lance une mission pour identifier plus de 3 milliards de recettes nouvelles. Mai, on annonce la réforme de l'assurance chômage, 5 milliards d'euros. Juin, on prépare 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires, principalement dans la sphère sociale. Juillet, on surgèle 16 milliards d'euros de crédits pour pouvoir les annuler en fin d'année. Août, on prépare un budget réversible avec 15 milliards d'euros d'économies nouvelles pour 2025. C'est grâce à cette action que nous avons menée avec Bruno Le Maire et Thomas Cazenave que l'État a dépensé en 2024 11 milliards de moins qu'en 2023. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, vous le voyez, nous avons pris des décisions, souvent impopulaires, mais impératives, pour baisser nos dépenses et tenir nos déficits. Chacune de ces décisions, et les débats à l'Assemblée nationale le montrent, a été contestée, attaquée, critiquée par les oppositions d'alors, dans une très forte unité. Mais malgré ces attaques, la remise en cause assez systématique des économies budgétaires alors, nous avons tenu ce cap. Je crois qu'une gestion responsable des finances publiques s'intègre dans une politique économique cohérente. Et si nos dépenses publiques sont considérablement plus élevées que celles de nos voisins de la zone euro, c'est parce que nos dépenses sociales sont bien plus élevées. Est-ce un mal absolu? Pas nécessairement. Moi, je suis fier de notre modèle social. C'est le plus protecteur d'Europe, sans doute l'un des plus protecteurs au monde. C'est un atout inestimable que l'on doit protéger. Mais pour le protéger et pour le sauvegarder, on doit sans cesse l'adapter et veiller à son équilibre financier. Ma prédécesseure à Matignon a courageusement et de manière exemplaire mené l'indispensable réforme des retraites. Sans cette réforme, l'avenir de notre système de retraite serait encore plus gravement compromis et la situation de notre régime de retraite serait encore plus dramatique. Nous avons également réajusté notre régime d'assurance chômage pour réduire l'écart qui nous séparait et qui nous sépare encore de nos voisins européens qui ont moins de personnes au chômage et plus de travailleurs en emploi. De mon côté, j'ai également agi en décidant de généraliser la réforme du RSA sous conditions d'activité ou de formation partout sur le territoire, et c'est un remarquable succès. Garantir l'équilibre de nos comptes impose donc tout à la fois des rationalisations budgétaires dans chaque secteur d'intervention publique, des réactions rapides à toute dégradation de la conjoncture et, plus fondamentalement, des réformes qui visent à accroître le taux d'activité, le taux d'emploi, la productivité dans notre pays à travers ces politiques industrielles de formation et d'éducation. Mesdames et messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président, voilà en résumé le bilan de l'action qui a été menée en matière budgétaire durant mon passage à Matignon, les informations dont j'ai eu à connaître et les réactions que nous avons prises à chaque fois. Nous avons tenu compte des alertes, pris des décisions fortes malgré des critiques nombreuses, ajusté notre prévision de croissance, notre objectif de déficit, lancé des économies budgétaires de 20 milliards en cours d'année et enfin préparé un budget avec 15 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour 2025. Il y a eu une chute, comme en 2023, dans nos recettes par rapport aux prévisions qui avaient été faites, et je pense qu'on reviendra dans cet échange sur l'ampleur de ce différentiel entre la prévision de recettes et les recettes réalisées. Mais s'agissant des dépenses de l'État, je le redis ici, en 2024, l'État a dépensé moins qu'en 2023 parce que nous avons pris des mesures. Je vous remercie. La commission des finances de l'Assemblée nationale a obtenu pour 6 mois les pouvoirs d'une commission d'enquête. Elle peut convoquer quelqu'un pour l'auditionner et aussi investiguer. Eh bien, elle tente de comprendre pourquoi il y a eu un tel écart dans les prévisions de déficit public. Le face-à-face avec la représentation nationale est assez tendu, vous allez le voir. Gabriel Attal justifie les choix qu'il a faits à l'époque lorsqu'il était Premier ministre. Vous avez tenu à la fois en tant que ministre du Budget puis Premier ministre de places essentielles sur la période sur laquelle nous enquêtons. Moi, j'ai une série de questions à vous poser, mais en préambule, je voudrais vous dire qu'après toutes les auditions qui se sont succédées ici, cela renforce mon analyse de départ, et les questions, vous allez voir, vont plutôt aller dans ce sens-là, sur le fait que c'est la surestimation des effets de votre politique économique qui explique votre difficulté de prévoir les résultats de celle-ci, et notamment en matière de recettes. La première question, c'est un lien avec l'audition devant cette commission d'enquête de Pierre Moscovici, qui a tenu des propos sévères sur l'optimisme des prévisions de croissance des derniers gouvernements. Et à chaque fois, les prévisions de croissance se révélaient, disait-il, supérieures aux prévisions des organismes consultés,
Selon lui, cet optimiste trahissait finalement l'hubris du politique et l'influence de cette hubris sur les différentes administrations chargées, par exemple, de définir les niveaux de croissance, etc. Il semblerait, Gabriel Attal, que vous n'avez pas été épargné, puisque le projet de loi de finances pour 2023 que vous portiez avec Bruno Le Maire était lui aussi construit sur une prévision de croissance un peu élevée. Je cite là les propos à l'époque de Pierre Moscovici, du fait de plusieurs hypothèses fragiles. Le niveau de croissance en 2023 s'est finalement révélé proche 0,9 contre 1% prévu, mais les moteurs, paradoxalement, n'ont absolument pas été ceux qui avaient été anticipés, ce qui explique en partie cet écart sur les recettes. Il serait donc, pour ma part, faux de dire que la prévision de croissance était bonne, puisque les raisons de cette croissance, eux, étaient inverses, enfin en tout cas différents de ceux que vous aviez mis sur la table. Je voudrais donc savoir quelle avait été l'appréciation que vous aviez pu porter sur ce chiffre lors de la rédaction du texte. L'aviez-vous considéré élevé ou conforme aux données macroéconomiques disponibles à ce moment ? Je souhaite également savoir si, en tant que ministre délégué, le ministre de l'économie, vous avez consulté sur ce niveau de croissance. Merci, Monsieur le Président. On reviendra peut-être sur la question des effets budgétaires de la politique économique que nous avons menée. Mais ce que je note, c'est que donc, si j'en déduis le début de votre intervention, c'est que vous ne considérez pas que l'écart de déficit par rapport à ce qui avait été prévu en 2024 est lié à un dérapage des dépenses de l'État. Puisque vous avez indiqué que votre conviction à l'issue des auditions, vous venez de l'indiquer à l'instant, est liée à un écart sur les recettes. Je pense que c'est important de le dire, parce que franchement, dans le débat public ces derniers mois, on a à peu près tout entendu. Et je pense que beaucoup de Français se disent, finalement, en 2024, il y a un déficit plus important que prévu, parce que les dépenses de l'État ont dérapé. Non, l'État a dépensé moins que prévu, et moins que l'année précédente. C'est donc lié aux recettes, et on reviendra dans les échanges sur les raisons de l'écart entre les prévisions, telles qu'elles ont été par ailleurs détaillées à la fois par l'Inspection générale des finances et très récemment encore par une étude très intéressante de l'Institut des politiques publiques. Ça, c'est sur le premier point. Sur la prévision de croissance, pour ce dont je me souviens s'agissant du budget 2023 qui avait été présenté à l'automne 2022, j'étais alors ministre délégué chargé des comptes publics, nous avions retenu une prévision de croissance qui était conforme à ce qu'on appelle le consensus des économistes. Et d'ailleurs, vous l'avez noté vous-même, on avait prévu une croissance à 1% et le réalisé a été de 0,9. Alors c'est un écart certes de 0,1, enfin on a connu écart plus important. Pour ce qui est des propos du premier président de la Cour des comptes que vous avez évoqués sur les écarts de prévision de croissance trop importants, il me semble que dans son audition, il faisait référence à l'écart entre la prévision de croissance du PLF 2024 et la croissance réalisée en 2024. Je n'ai pas présenté le PLF 2024 puisque j'étais ministre de l'Éducation nationale à l'époque et donc je n'étais ni à Bercy ni encore Premier ministre quand le PLF 2024 a été présenté, donc je ne peux pas vous renseigner sur la manière dont la prévision de croissance 2024 a été construite alors. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que Premier ministre, quand j'ai été nommé, que j'ai été alerté assez tôt dans les premiers mois sur la chute brutale de l'activité dans le dernier trimestre 2023, j'en ai tiré toutes les conclusions comme je viens de vous l'indiquer, et qu'une de mes premières décisions a été de revoir à la baisse la prévision de croissance pour 2024, puisque nous l'avons revue à la baisse avec Bruno Le Maire. Bien, justement, je vais revenir sur cette histoire de dépenses publiques recettes. Alors, sur l'idée de dire que ce serait une explosion des dépenses, ça, vous n'avez pas pu l'entendre chez moi, parce que c'est jamais ce que j'ai défendu, puisque je relève à chaque fois que depuis 2017, les dépenses publiques ont baissé par rapport au PIB, et que le problème, et d'ailleurs François Hécal l'a confirmé là l'autre jour, et vous venez de le redire, c'est la question des recettes. Et particulièrement, donc c'est sur cette année 2024 par rapport à 2023. Mais alors du coup, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai eu l'impression de passer mon temps à faire des économies et à chercher des économies. À partir du moment où tout montrait que la question, c'était que les recettes n'étaient pas suffisantes, pourquoi vous n'avez pas passé votre temps à chercher des recettes supérieures ? Bon, d'abord, parce que je pense qu'il y a une différence politique entre nous. C'est que moi, quand je cherche à réduire le déficit, c'est vrai que la première question que je me pose, c'est quelles dépenses on peut réduire, là où vous défendez plutôt un réflexe qui consiste à dire quelles taxes on peut augmenter. Je ne dis pas ça, c'est une critique. C'est paradoxal, puisque vous dites vous-même c'est les recettes. Ah ben oui, mais moi je considère que quand vous avez une baisse de vos recettes, vous vous adaptez en baissant vos dépenses. Et je pense que les Français qui nous regardent
Les Français qui nous regardent, s'ils appliquent ça à, entre guillemets, la gestion de leur vie courante, bon, ils ont un trou dans leurs recettes sur un mois ou sur une année. Ils vont peut-être d'abord se demander comment est-ce qu'ils s'adaptent en réduisant leurs dépenses. Ils peuvent essayer d'avoir des recettes ailleurs, peut-être d'emprunter, de faire des prêts. Mais enfin, je pense que les Français qui nous regardent, ils se disent, la logique quand même, quand sur un mois ou sur une année, vous avez moins de recettes que prévu, c'est de chercher comment vous dépensez moins pour vous adapter. Mais je suis d'accord que c'est deux philosophies qui sont assez différentes. Mais alors du coup, justement, c'est que... Pardon, je peux ajouter un Allez-y, truc. bien sûr. Non, et je veux quand même ajouter que la question des recettes n'a pas été écartée de notre travail, puisque, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, nous avons, au printemps, lancé une mission parlementaire précisément pour identifier des recettes supplémentaires dans deux secteurs, la taxation de la rente des super-profits des énergéticiens et les mécanismes de rachat d'actions. Et je note que le gouvernement qui m'a succédé, celui de Michel Barnier, a repris le dispositif sur les rachats d'actions qui avait été travaillé notamment par Jean-René Cazeneuve et des collègues dans la mission. Il n'a pas repris celui sur les super-profits des énergéticiens en 2024. Mais voilà, on a aussi cherché évidemment des recettes supplémentaires de l'ordre de 3 milliards d'euros. Bon, bien. Donc vous assumez, mais ça, je n'attendais pas moins de vous, la politique menée, c'est-à-dire d'œuvre de compétitivité et de baisse des dépenses, et qui en même temps a produit une baisse des recettes de manière volontariste, parce qu'il y a les baisses de recettes constatées en 2024 parce qu'elles rentraient moins, mais il y a eu aussi l'organisation de baisses de recettes avec des baisses massives d'impôts à hauteur de 62 milliards en 2023, dont 10% au profit des plus riches. Est-ce que vous ne croyez pas que cette baisse d'impôts qui, par exemple, dans les années post-Covid, notamment 2022, vous a quelque part, vous vous êtes dit, bon, à l'époque, je me rappelle, c'était nous dire, vous voyez bien que quand on baisse le seuil des impôts, il y a plus d'impôts qui rentrent. Donc notre politique fonctionne. Bon, dans des années où on était surtout dans un rebond de l'économie évidente, il pouvait y avoir que plus d'impôts, puisque on était au fond de la piscine avec le Covid, on est remonté à la surface en un an. Bon. Est-ce que vous ne croyez pas que ça vous a illusionné sur votre propre politique et expliqué pourquoi, dans des années redevenues entre guillemets normales, vous vous attendiez à beaucoup plus de recettes que celles qui sont finalement rentrées? Sur le premier point, moi j'entends la critique qui est faite sur les baisses d'impôts, mais quand cette critique est faite par des oppositions, vous ne rappelez jamais ce qu'a été la première baisse d'impôts depuis 2017. C'est quoi la plus grosse baisse d'impôts depuis 2017? Merci Monsieur Brun, la taxe d'habitation, 20 milliards d'euros. Donc pardon, mais ce n'est pas des nantis, ce n'est pas les super riches, ce n'est pas les plus fortunés. Donc quand j'entends « vous avez trop baissé les impôts, il y a eu des baisses d'impôts massives », la baisse d'impôts la plus massive qui a été réalisée depuis 2017, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Donc si vous proposez de rétablir la taxe d'habitation, c'est-à-dire globalement de demander aux ménages de classe moyenne sur nos circonscriptions de se remettre à payer une taxe d'habitation d'en moyenne 1 000 euros par an, je pense qu'il faut le dire de manière plus vocale, l'assumer, en tout cas moi ça n'est pas ma position. Ensuite, oui, nous avons assumé de baisser certaines fiscalités. Et oui, malgré la baisse de cette fiscalité, le bénéfice fiscal a été plus important qu'il l'était avant la baisse. On a passé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. Je peux entendre que certains le remettent en question, mais à ce moment-là, allez dans vos circonscriptions devant les entreprises, les PME, les ETI qui ont bénéficié de la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25, je ne suis pas sûr qu'elles considèrent que ça a été un gain indu de payer moins d'impôts sur les sociétés. En général, ça leur a permis de développer leur activité, d'investir, d'embaucher, ce qui fait qu'à la fin, oui, avec un taux à 25% d'impôt sur les sociétés, on a collecté davantage d'impôts sur les sociétés qu'avec un taux à 33%. Précisément parce que quand vous taxez moins un gâteau qui grossit, vous recevez plus que quand vous taxez plus un gâteau qui rétrécit. D'accord. Peut-être pas très clair la manière dont je le dis, mais en tout cas, ça me semble assez clair dans les chiffres et dans les données dont on dispose. Le bénéfice fiscal sur l'impôt sur les sociétés a augmenté de 2 points depuis 2017. Il est passé de 7 à 9%. Ça explique que le rendement de l'impôt sur les sociétés a augmenté lui aussi malgré la baisse de son taux. On est à peine revenu dans la moyenne de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut arrêter, en tout cas moi c'est mon point de vue et c'est le point de vue de mon groupe, il faut arrêter d'accabler nos entreprises d'impôts supplémentaires parce qu'à la fin, c'est moins d'investissement et c'est moins d'embauche pour les Français. D'accord, mais ma question, c'était pas ça. C'était pas de vous demander, je ne vous ai pas demandé si vous défendiez votre politique économique, ça je m'en doute.
Et de même, quand je vous explique que sur les 60 milliards, une très grande majorité, c'est les 10% les plus riches, ça c'est documenté. Mais ce n'était pas ma question. Ma question était autre. 2023-2024, la question des prévisions de déficit, des déficits non prévus et qui s'amplifient sont dus, et ça c'est documenté, vous l'avez dit vous-même, à une moindre entrée de recettes en IS, en IR, en TVA. Il y a les trois, d'accord ? Notamment impôt sur les sociétés. Or, vous avez répété à nouveau que ces impôts, finalement, la masse de ces impôts avait augmenté, alors même qu'on avait baissé le seuil, ce qui est vrai, mais ce qui est vrai, je le répète, dans les 2 ans post-Covid. Ce n'est plus vrai en 2023-2024. Donc je vous repose la question, non pas sur la justification politique, c'est simplement de savoir si, en fonction de ce que ça avait produit dans des années exceptionnelles, est-ce que, du coup, cela ne vous a pas conduit à mal anticiper, j'allais dire, la baisse de rendement de ces impôts à partir du moment où on revenait dans une année normale. Si vous me dites non, je veux bien l'entendre. Mais je vais vous répondre de manière très claire. Oui. D'abord, le taux d'impôt sur les sociétés n'a pas baissé sur ces années. Sur les années où vous évoquez qu'on a moins gagné. Ah, si. Non, la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, Monsieur le Président, elle est entre 2017 et 2022. Vous évoquez les années 2023-2024. Est-ce que le taux d'impôt sur les sociétés a baissé en 23 et en 24 ? Non, pas en 23, elle a baissé juste avant le Covid. Donc les années post-Covid sont sur cette baisse d'impôt. D'accord, mais donc bah oui, on n'a pas... je non, mais je veux le dire. La baisse des recettes sur l'impôt sur les sociétés en 2023 et 2024 n'est pas liée à une baisse du taux d'impôt sur les sociétés en 2023 et 2024. C'est pas ce que je vous dis. Non, mais attendez, je le dis. Je reprécise ma question parce que je crois avoir mal été dis. compris. Vous faites une baisse notamment de l'IS. Cette baisse de l'IS, elle devient opérante, puisque le Covid démarre en 2019, elle devient opérante, notamment pleinement, à partir des années post-Covid, puisque l'économie a quasiment été arrêtée pendant 1 an, voire un peu plus. Elle redevient opérante dans les années post-Covid, et là, vous avez une rentabilité de l'IS effectivement exceptionnelle, qui était même d'ailleurs non prévue à ce moment-là par Bercy, ou en tout cas sous-estimée, mais qui sont le fait que vous avez une activité qui remonte. Donc ma question, je la repose, c'est est-ce que ça ne vous a pas conduit finalement à être trop optimiste dès lors qu'on allait revenir dans une année normale et que les seuils d'impôt ayant baissé, eh bien naturellement, dans une année normale, la rentabilité de l'impôt baisse? Non. La réponse est non de manière très claire. Vous avez, je crois, été destinataire du rapport de l'Inspection générale des finances. Vous avez probablement pris connaissance de l'étude réalisée très récemment par l'Institut des politiques publiques sur les raisons de l'écart entre les prévisions de recettes et les recettes effectivement perçues sur les années 2023 et 2024. Que dit cette étude? Effectivement, qu'il y a eu un dérèglement dans l'élasticité de nos recettes. C'est-à-dire que là où, pendant les années précédentes, on pouvait se dire que pour 1 point de croissance, on avait tant de recettes, et bien là, pour 1 point de croissance, on avait moins de recettes que les années précédentes. Je crois que les différents rapports qui ont été réalisés donnent des explications et des raisons à cela, notamment une structure de croissance qui a changé, pas tant post-Covid, mais post-guerre en Ukraine et inflation, où notre croissance a été moins tirée par la consommation et plus tirée par les exportations. Ce qui fait par exemple que vous avez une baisse assez massive des recettes de TVA qui avait été anticipée. Mais là, Monsieur le Président, j'ajoute encore autre chose, parce que ce qu'on ne dit jamais dans les débats, ce qu'on n'entend jamais dans le débat public, ce que met en lumière l'Institut des politiques publiques dans sa dernière étude, c'est que ce problème que nous avons eu d'élasticité de nos recettes, on n'est pas les seuls à l'avoir eu. Les Allemands ont eu exactement le même problème. Et le Royaume-Uni a eu le même problème aussi. C'est dans le rapport de l'Institut des politiques publiques indépendant, et c'est eux qui le disent, qu'il y a eu en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et probablement dans d'autres pays, le même problème, parce que eux aussi, leur croissance et leur nature de croissance a été déréglée par rapport à ce qu'elle était pré-crise de l'inflation et pré-guerre en Ukraine. Ça, on ne le dit jamais. Quel était le degré de connaissance du président de la République sur la dégradation des finances publiques de notre pays au moment où il procède à la dissolution? Et est-ce que, selon vous, une des motivations de cette dissolution, la presse dit, je ne sais pas si elle a raison, que vous ne l'avez absolument pas comprise, une des motivations de cette dissolution était justement l'état dégradé des finances publiques à ce stade? Alors, d'abord, sur la première question, est-ce que
les élections européennes ont retardé des décisions à prendre en matière de gestion des finances publiques. Je crois vous avoir fait la démonstration que non. Si on redoutait les élections européennes pour prendre des décisions en matière de finances publiques, qu'on ne voulait pas être impopulaire, j'aurais pas augmenté la taxe sur l'électricité en janvier, à quelques mois avant les élections européennes. À l'époque, certains en parlaient d'impôts à Tal, etc. Il y a plus populaire avant une élection européenne. En février, j'aurais pas annulé 10 milliards d'euros de crédits budgétaires, parce que là, tout le monde a l'air de considérer que finalement, c'était assez facile d'annuler 10 milliards de crédits budgétaires. Il faut se souvenir à l'époque de la réaction dans tous les secteurs ministériels qui étaient concernés. Je rappelle qu'une de mes ministres a même proféré des menaces sur mon chien, tellement ça avait été tendu sur ce sujet des économies. Pardon, il y a plus populaire que de faire 10 milliards d'euros d'économies. En mars, on n'aurait pas doublé les franchises médicales si on considérait qu'il y avait les élections européennes qui arrivaient et qu'il ne fallait pas prendre de décisions impopulaires. Et je rappelle, donc voilà, quelques mois avant une élection européenne, vous doublez les franchises médicales, 800 millions d'euros, ce n'est pas le plus populaire. Et je rappelle que j'annonce dans un entretien au journal La Tribune du dimanche, à la fin du mois de mai, c'est-à-dire à quelques jours des élections européennes, une réforme de l'assurance chômage pour dégager 4 milliards à 5 milliards d'euros d'économies en réduisant la durée de l'indemnisation chômage. Pardon, il y a plus populaire à quelques jours d'une élection européenne que de faire ces annonces. Donc non, vraiment, je vous le dis, monsieur le rapporteur, j'ai vu que ça avait été dit ici ou là, la réponse est non. Sinon, on n'aurait pas pris toutes ces décisions. Et sur la deuxième question, de quelles informations disposait le président, comme je vous l'ai indiqué, on a eu plusieurs réunions à l'Élysée avec le président de la République, notamment une réunion à la mi-février. Et ensuite, vous avez des points réguliers qui sont faits, soit en Conseil des ministres, soit dans des réunions que nous avons ensemble. Donc évidemment, il était informé. Ensuite, sur la question que vous me posez sur les motivations qui ont mené à la dissolution, là j'avoue que je ne peux pas trop vous en dire davantage. Moi, le président de la République s'est exprimé à plusieurs reprises sur la dissolution. Il a expliqué aux Français pourquoi est-ce qu'il avait pris cette décision. Comme vous l'avez dit, je ne peux pas dire que j'ai été informé beaucoup en amont de cette décision, donc je ne peux pas vous répondre sur les motivations. Mais je peux vous dire que je ne crois pas une seule seconde, que le choix de la dissolution ait été fait en lien avec la situation budgétaire. Notamment parce qu'on voit que du fait de la dissolution, du fait de l'instabilité, du fait du choix de l'irresponsabilité qui a été fait de censurer le budget à la fin de l'année dernière, évidemment que ça a un impact négatif sur nos comptes publics. Donc, voilà. Mais je rebondis, Monsieur le Premier ministre, sur une de vos réponses. Vous nous dites que vous aviez prévu une réforme de l'assurance chômage dont vous aviez tout à l'heure évalué, je crois, le gain budgétaire à 5 milliards d'euros. Réforme que, personnellement, je soutenais. Et vous le saviez. Là, pourquoi donc vous avez annulé, entre les deux tours, je crois, des élections législatives, cette réforme, si ce n'est pour une raison électorale? Alors, je ne l'ai pas annulé, je l'ai suspendu, c'est le terme que j'ai employé, parce que le décret pour appliquer cette réforme devait effectivement tomber entre les deux tours d'une élection, et surtout, avec une Assemblée nationale dissoute qui n'aurait pas pu exercer son activité de contrôle de l'activité gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. Et donc je suis sûr que les mêmes qui aujourd'hui disent « vous auriez dû prendre le décret au moment où l'Assemblée était dissoute », me reprocheraient probablement d'avoir assumé par décret une réforme d'une telle ampleur sans que le Parlement puisse exercer son activité de contrôle. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de questions au gouvernement, il n'y avait pas de QOSD, il n'y avait pas de questions écrites, il n'y avait pas d'activité au Parlement puisque l'Assemblée était dissoute. Et donc oui, j'ai assumé en responsabilité de dire que démocratiquement, il me semblait que cette réforme devait être prise par un gouvernement avec une Assemblée nationale en place. En plus, j'ai remis ma démission quelques jours après. Voilà. Mais j'ai insisté sur le fait qu'elle était suspendue. Et dès que j'ai pris mes fonctions nouvelles de président du groupe après mon remplacement à Matignon, vous aurez noté qu'avec mon groupe, on a défendu que cette réforme puisse
entrer en vigueur, et je continue d'ailleurs à la défendre. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de loi pour appliquer cette réforme, il suffit d'un décret signé par le Premier ministre. Bon, vous me permettrez de, pas forcément partager, mais ce n'est pas forcément mon rôle, votre analyse sur la mission de contrôle, puisque une nouvelle assemblée élue intervenait à peine, je crois, 4 jours après l'annulation de ce décret. Donc sa mission de contrôle, elle pouvait s'exercer pleinement. Enfin, c'est une annulation dont le coût sur les recettes en matière de finances publiques est quand même évalué à 5 milliards d'euros. Donc c'est pas neutre. Enfin, sur la moitié de l'année. Non, pardon, je précise. Je précise juste, pardon, c'est important de le dire. D'abord, on n'a pas annulé la réforme, on l'a suspendue, et surtout, si elle avait été annulée, on aurait repris un décret pour garder les mêmes règles de l'assurance chômage, qui n'est pas ce qu'on a fait, puisque de mémoire, on a pris un décret de jointure pour prolonger de manière très temporaire, 1 mois, c'est ça ? 1 mois, le régime existant. Donc justement, pour donner la possibilité de prendre le décret très vite. Ensuite, ce choix de suspendre la réforme n'a pas eu d'impact sur les économies ou sur les recettes, puisque vous savez que cette réforme devait s'appliquer à compter du début de l'année 2025, décembre 24 ou début 25. Et donc, si cette réforme avait été prise par mon successeur, elle aurait eu le temps de s'appliquer au cours de l'année 2025, comme c'était prévu. Désolé, je vous ai coupé, mais c'était important de le dire. Donc, il y aurait un gain potentiellement de 5 milliards en 2025. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous interroger sur l'articulation. Matignon est en charge des arbitrages interministériels, et notamment budgétaires. Quel a été, dans ces choix budgétaires que vous avez évoqués, ceux qui ont été faits ou ceux qui n'ont pas été faits, que vous auriez éventuellement proposé, la relation entre vous-même, le président de la République, d'une part, et votre cabinet, d'autre part, et le secrétaire général de l'Élysée, en gros, qui, au final, était décisionnaire? Est-ce vous? Est-ce le président de la République? Quel était son degré d'implication? Et est-ce que des propositions que vous avez formulées de réduction des dépenses ou d'augmentation des recettes ou de diminution des recettes auraient été refusées par le président de la République? Alors sur l'implication, évidemment, le président était très impliqué sur ces sujets-là quand j'étais Premier ministre. Je pense que les Français seraient inquiets de l'inverse, que le président se désintéresse de la question de nos finances publiques. Ensuite, encore une fois, au terme de la Constitution, les décisions, elles sont prises par le Premier ministre. Voilà, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui arbitre. Évidemment que les décisions que j'ai prises, je les fais après avoir échangé avec le président de la République. Et donc sur la fréquence, il y a eu des réunions dédiées à la question des finances publiques. Il y avait aussi le point que j'avais chaque semaine avec le président de la République, où il nous est arrivé d'aborder la question des finances publiques, évidemment. Et pour répondre à votre deuxième question, je n'ai pas d'exemple de mesures d'économie supplémentaires ou de recettes supplémentaires que j'aurais alors souhaité ou poussé et que le président de la République aurait refusé. Je n'en ai pas. Je tourne vers mon équipe, mais toutes les mesures d'économie supplémentaires, et objectivement elles étaient déjà assez nombreuses, ont été acceptées par le président. Quand j'étais ministre délégué aux comptes publics auprès de Bruno Le Maire, et avec Bruno Le Maire, je pense qu'il a dû vous le dire dans son audition, ça nous est arrivé de faire des propositions d'économie qui n'ont pas été retenues à l'époque. Oui, ça peut arriver, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le fonctionnement normal d'un gouvernement. Vous avez des ministres qui font des propositions et Matignon qui arbitre. Ça nous est arrivé aussi de regretter des mesures de dépenses supplémentaires qui sont intervenues en cours d'année. Voilà, on n'était pas spécialement informés, ça oui. Mais durant la période où j'étais Premier ministre, non, monsieur le rapporteur. Lesquelles de dépenses, même si c'était hors de la période concernée, mais enfin, elles ont forcément un impact dont vous n'avez pas eu connaissance, ou vous venez de l'évoquer, ou qui ont été refusées? Là, je parle vraiment à l'époque où j'étais ministre des Comptes publics. Non, mais voilà, la décision de revalorisation du point d'indice. Voilà, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le dire avec Bruno Le Maire à l'époque. Et surtout aussi pour les effets en cascade qu'elle avait pour nos collectivités locales en cours d'année. Moi, je suis conseiller municipal dans ma commune depuis 10 ans. Et après cette décision, j'étais en conseil municipal. J'ai vu l'impact tout de suite pour le budget de la collectivité. Ça a coûté une somme d'argent assez élevée. Ensuite, des dépenses, on va dire, du plan de relance qui ont été, entre guillemets, soclées. Le plan vélo, 500 millions d'euros par an. On avait eu l'occasion de dire que, voilà, on peut peut-être réduire, etc. Mais encore une fois,
Ça, c'est normal. Ça arrive. Votre rôle quand vous êtes ministre du Budget, ministre des Comptes publics, c'est précisément de proposer des économies et des mesures rigoureuses pour l'équilibre des comptes. Et ensuite, vous avez un Premier ministre, ou en l'occurrence une Première ministre, qui arbitre, qui rend des arbitrages. Et c'est normal. Et par définition, les arbitrages qu'il ou elle rend sont légitimes puisque c'est sa fonction institutionnelle. Mais à nouveau, la période où j'étais à Matignon, je n'ai pas d'exemple de mesures d'économie que j'aurais soumises au président de la République qu'il aurait refusé. C'est difficile en 2 minutes de contester autant de mensonges. Moi, j'ai une seule question. Donc, vous dites qu'il n'y a pas un problème sur les dépenses. Bon, écoutez, la loi de fin de gestion 2023, on est tout à pu 1700 milliards. Loin de fin de gestion, fin 2024, on est à 1767. Donc, il y a 67 milliards de dépenses supplémentaires. Michel Barnier a dépensé 60 milliards. Alors, Monsieur Tanguy, vous n'avez pas dû écouter l'intégralité de mon intervention. 1, je parlais de 2024. Et 2, je parlais du solde budgétaire de l'État et des dépenses de l'État. Il me semble que les chiffres que vous communiquez ne sont pas ceux-là. Je vous ai indiqué les chiffres s'agissant des dépenses de l'État. Je vous les redonne. Et vous n'avez peut-être pas vu. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Vous me posez une question sur ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, le déficit de l'État est passé de 173 milliards en 2023 à 156 milliards en 2024. Ça fait moins 10%, moins 13 milliards. Vous m'interrogez sur les propos que j'ai tenu ces propos-là. Je ne vous ai pas interrogé sur vos propos ou ce que vous voulez en dire. Vous avez interrogé sur la réalité des dépenses publiques. Vous êtes Premier ministre de la France, vous n'êtes pas Premier ministre du secteur qui vous intéresse. Donc, on a des dépenses publiques entre 2 lois de fin de gestion, toutes confondues, à moins que vous soyez partiellement Premier ministre, qui déraillent de 67 milliards. Donc, si ce n'est pas vous, c'est qui ? Je vous remercie, Monsieur Tanguy, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Donc vous dites effectivement, sur les dépenses de l'État, ça a baissé. Par contre, ça a augmenté pour l'ensemble de la dépense publique. Il y a quoi, Monsieur Tanguy, dans le reste de la dépense publique ? Il y a le modèle social, les dépenses sociales, et les dépenses des collectivités locales. Donc vous considérez qu'en fait, ça a trop dérapé les dépenses sur les retraites en 2024 et qu'il aura fallu dépenser moins pour les retraites, mais en même temps, vous défendez le retour de la retraite à 62 ans qui entraînerait davantage de dépenses. Ou alors vous dites que ça a trop dérapé sur les collectivités locales, alors que vous passez votre temps avec votre groupe à expliquer aux collectivités locales que vous les défendez, etc., que les autres sont les vilains grands méchants. Eh bien, la réalité, c'est que oui, la dépense publique dans son ensemble a augmenté. Pour ce qui est de la dépense de l'État, des ministères, et encore une fois, je le redis, je l'assume, la dépense s'est réduite en 2024 par rapport à 2023, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. Ensuite, effectivement, nos dépenses sociales ont augmenté et nos dépenses de collectivités locales ont augmenté. Et le solde en matière sociale et en matière de collectivité et en matière de collectivité locale s'est dégradé. Vous me demandez pourquoi est-ce que ça a dérapé ? Je vous donne un exemple, en tout cas en volume, l'exemple le plus important, c'est la revalorisation des retraites. Près de 15 milliards d'euros à l'époque. Est-ce que vous étiez contre qu'on revalorise les retraites à l'époque ? Je ne crois pas, je crois que vous êtes battu et que vous avez défendu la revalorisation des retraites. C'est ce qui explique en grande partie les dépenses sociales supplémentaires qu'on a eues, qui expliquent que la dépense publique, effectivement, est augmentée. Le problème qu'on a est un problème de prévision des recettes, pas un problème de dérapage des dépenses. Et M. Tanguy a implicitement reconnu que le problème portait sur les collectivités locales et la dépense sociale, et non pas sur les dépenses, puisque vous avez donné le solde toute administration publique et non pas le solde de l'État, ce qui souligne bien que l'effort qui a été porté par l'État sur la sphère de l'État a été absolument historique, comme l'ont rappelé les comptes de l'INSEE, ce qui a été souligné par vous, Monsieur le Premier ministre. Moi, ma question, elle portait sur les modalités de cet ajustement budgétaire, parce que quand on réalise une baisse des dépenses, comme vous l'avez réalisé en 2024 sur les dépenses de l'État, la question est de savoir ce que sera son impact sur la croissance. Parce qu'évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir une dynamique d'ajustement budgétaire qui casserait l'activité, qui dégraderait donc les recettes, qui dégraderait le solde public et qui créerait une sorte de course-poursuite entre l'ajustement budgétaire et une activité dégradée. C'était ce qu'on avait d'ailleurs eu entre 2011 et 2013, avec une rigueur qui avait plombé à l'époque et la croissance et le déficit public. Et donc ma question, Monsieur le Premier ministre, était de savoir ce qu'étaient à l'époque vos estimations sur l'impact sur la croissance des mesures que vous vous apprêtiez à prendre. Je réponds tout de suite. Oui, bien sûr. Évidemment que dans les choix d'économie qu'on a eu à faire, une des boussoles, ça a été de réaliser des économies
ayant le moins d'impact négatif possible sur l'activité économique et sur l'emploi. Parce que moi, je reste convaincu que l'amélioration de notre taux d'emploi et que l'amélioration de notre croissance potentielle et de notre croissance est le meilleur levier pour équilibrer nos comptes. Et que si on avait le même taux d'emploi que nos voisins allemands, on aurait beaucoup moins de difficultés à équilibrer nos comptes, on serait beaucoup plus proche des 3% de déficit. Et donc, effectivement, quand on a pris un certain nombre de mesures d'économie, et notamment quand j'ai réalisé ce fameux décret de 10,2 milliards d'euros d'annulation de crédit en cours d'année, une de nos boussoles, ça a été d'annuler le moins de crédits possible qui pourrait avoir un impact négatif sur l'activité économique et l'emploi. Et je note, là aussi, ce sont des données qui sont indépendantes, qui sont transparentes, qui sont consultables par chacun, que nous avons eu en 2024 autour de 1,1% de croissance, c'est les données INSEE d'ARES, que la croissance a été positive tout au long des 3 trimestres que j'ai passés à Matignon, ce qui n'a pas été le cas chez l'ensemble de nos voisins et notamment en Allemagne, qu'en 3 trimestres, les 3 trimestres où j'ai été à Matignon, le chômage a baissé de 0,1 point, que le taux d'emploi des seniors a augmenté de 1,6 points, n'a jamais été aussi élevé, que la part des jeunes sans emploi ni formation a baissé de 0,5 points. Ça, c'est entre janvier et septembre 2024. Que le taux d'emploi en CDI a continué de progresser, plus 0,6 points. Que le taux d'emploi à temps complet est au plus haut depuis qu'on le mesure. Que le taux de chômage de longue durée a baissé, 40 000 demandeurs en moins, que le halo du chômage, je sais que le président Coquerel est très sensible à cet indicateur-là, plutôt que le seul indicateur des demandeurs d'emploi. Voilà. Le halo du chômage a baissé de 64 000, et je pourrais multiplier avec le nombre d'emplois qui ont été créés, etc. Donc, je constate que les mesures d'économie d'ampleur que j'ai eu à prendre en tant que Premier ministre, et notamment l'annulation de 10 milliards d'euros de crédit, le surgel de 17 milliards d'euros de crédit et autres, n'ont pas eu d'impact négatif sur l'activité économique et sur l'emploi, et tant mieux. Et je le dis, c'est aussi pour ça que je me suis mobilisé avec vous et avec notre groupe pour limiter au maximum les mesures de fiscalité supplémentaires dans le budget 2025, parce que le risque, c'est que ça ait un impact récessif sur notre activité économique et donc sur les rentrées fiscales à la fin. Pensez-vous pas que dans le contrat qui pourrait lier l'État aux collectivités, il y a une question de prévisibilité, à la fois de ce que l'État va leur imposer et d'autre part de ce que les collectivités ont l'intention, en libre administration, de dépenser, et les inciter peut-être à faire leur budget plutôt en décembre qu'en mars, si on veut avoir un budget qui puisse faire des prévisions réalistes sur ce qui va vraiment être dépensé. Deuxièmement, est-ce qu'un mécanisme identique, s'agissant des dépenses de sécurité sociale, ne devrait pas être mis en place pour plus de pilotage? Et puis, dernière question, vous avez dit ce que d'autres que vous auraient pu choisir, décider différemment. Et vous, si c'était à refaire, y aurait-il des choses que vous feriez différemment ou que vous communiqueriez différemment? Sur le premier point, oui, je pense que la prévisibilité, c'est important. Et encore une fois, j'ai donné un exemple. Je pense que la hausse du point d'indice comme ça, qui tombe d'en haut en cours d'année pour les collectivités locales, et je sais qu'à Clamart, vous avez dû vous adapter aussi, ça a été... Enfin voilà, c'est évidemment des décisions qui sont difficiles à assumer en cours d'année par les collectivités locales et qu'il faudra probablement donner davantage de prévisibilité. Ensuite, sur le fait de décembre plutôt que mars, je pense que c'est des pistes intéressantes et il faut qu'au sein de la délégation collectivité territoriale, il puisse y avoir des propositions faites sur ce sujet-là. Ensuite, sur le dispositif sécurité sociale, je rappelle qu'il y a un comité d'alerte. C'est le nom comité d'alerte sur les dépenses de sécurité sociale. Je rappelle que pendant la période d'affaires courantes, quand mon gouvernement avait démissionné, je ne pouvais pas prendre de mesures. J'en étais interdit. Et d'ailleurs, 2 de nos collègues à l'Assemblée ont mené une mission flash pour contrôler les décisions que j'ai prises ou que mon gouvernement a prises quand j'étais en affaires courantes, pour vérifier que tout était bien d'équerre par rapport aux règles. D'ailleurs, j'annonce quand même, je rappelle que leur conclusion, c'est que oui, ce qui est plutôt positif. Mais voilà, j'étais dans un moment où je ne pouvais plus prendre de décisions nouvelles. J'ai posé la question au SGG. J'ai demandé si des décisions pouvaient être prises. Par exemple, la décision sur la réduction du remboursement des indemnités journalières pour lutter contre les dépenses d'arrêt maladie. Les réponses étaient non, vous ne pouvez pas parce que vous êtes démissionnaire. Donc voilà, raison pour laquelle je n'ai pas pu le faire. Qu'est-ce que je ferais différemment? Alors là, franchement, on pourrait passer aussi très longtemps là-dessus.
Sur ce sujet-là, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai dit la chronologie des informations dont j'ai disposé, des alertes qui m'ont été remontées. Je vous ai dit les décisions que j'ai prises en tant que Premier ministre avec Bruno Le Maire à mes côtés et le moment où je les ai prises. Le sentiment que j'ai, c'est d'avoir pris les décisions au moment où je disposais des informations. Et globalement, sur les 8 mois que j'ai passés à Matignon, en tout cas les 6 mois hors affaires courantes, on a probablement fait pour l'essentiel des économies, des recherches d'économies supplémentaires. Voilà, après, on peut toujours améliorer certaines choses, s'améliorer soi-même, mais je ne pense pas que j'ai encore le recul suffisant pour le dire. Voilà pour les moments forts de cette audition de Gabriel Attal devant la Commission des Finances. La séance se termine ici, mais vous pouvez aller sur lcp.fr pour connaître la suite de ce drame budgétaire. On se retrouve très vite sur LCP pour une autre séance. À bientôt.